question, comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale? Alors, premièrement, les modalités de la décolonisation, c'est-à-dire que pour être décolonisé, d'ailleurs je viens de penser qu'il y a clairement une carte que j'ai oubliée, incroyable, je vais faire ça en même temps. Donc dans les modalités de la décolonisation, premièrement on peut s'émanciper par la guerre, c'est-à-dire que prendre son indépendance par la guerre. Et qu'est-ce que c'est que la décolonisation? C'est le processus d'accession à l'indépendance des territoires colonisés. Et notamment en 1954 vous allez avoir le Vietnam qui va prendre son indépendance, et de 1954 à 1952 vous allez avoir la guerre d'Algérie qui aura lieu, donc qui va durer 8 ans et qui va être extrêmement sanglante, d'accord? Donc notamment on va revenir rapidement sur la guerre d'Algérie. Comment se débute la guerre d'Algérie? Alors premièrement on a effectivement un attentat, c'est ce qu'on appelle les attentats de la Toussaint Rouge, c'est ce que vous avez à gauche, et brusque flambée terroriste en Algérie. Ce que se passe-t-il? Le mouvement de Front de Libération Nationale, le FLN, veut l'indépendance de l'Algérie, et pour cela ils vont commettre des actes terroristes envers, effectivement, que ce soit en France ou même que ce soit en Algérie, contre les Français, pour effectivement les forcer à rendre le pays indépendant. Pourquoi la France refuse de faire en sorte que l'Algérie soit indépendante? C'est parce que l'Algérie à cette époque c'est 3 départements français, et donc l'Algérie c'est la France tout simplement pour les Français. C'est un peu comme si la Bretagne voulait prendre son indépendance, pour certains c'est pas possible, c'est la France, donc l'Algérie c'est la même chose. Donc l'armée française va refuser, ils vont envoyer notamment des militaires dès 1954, ils vont répondre par la force, et il y aura aussi donc d'un côté des actes terroristes qui sont commis, qui sont inadmissibles, mais du côté français, les soldats français qui vont être envoyés vont aussi commettre des actes inadmissibles, notamment la torture. Il y a des Algériens qui vont être torturés, et qui, pour donner effectivement des informations sur les caches, etc. Et je vous rappelle que la torture c'est interdite. Donc pour un pays qui se veut défenseur des droits de l'homme, effectivement on a une limite qui a été dépassée et qui est totalement inadmissible. Et c'est pour ça que c'est un conflit qui dans l'opinion publique et a été comment dire, a été très tabou, parce que ça a vraiment opposé deux France, la France qui était pour l'indépendance, la France qui était contre. Et on a vraiment eu des violences extrêmes des deux côtés, donc quelque chose vraiment d'assez atroce. Comme l'accord, si tu veux, effectivement, docteur. Donc voilà, pour la guerre d'Algérie, comment ça va se finir finalement? En 1962, ils vont obtenir leur indépendance après effectivement les différentes guerres. On a même l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui va essayer de commettre des attentats pour eux de maintenir l'Algérie française, donc qui a rien à voir avec, c'est un groupe terroriste français qui eux veut maintenir l'Algérie française. Bref, on est vraiment dans une période très très sombre pour la France à cette époque. Deuxième type de décolonisation, quand ça va beaucoup mieux se dérouler, et donc là ça va être l'indépendance qu'on dit négociée, c'est-à-dire qu'on va négocier entre les métropoles qui possèdent effectivement la colonie et la colonie en elle-même. On va essayer de trouver une solution pacifiste sans avoir besoin du coup de... comment dire, sans avoir besoin d'utiliser la force, d'accord? Donc dans cette indépendance négociée, notamment en 1947, on va avoir l'indépendance de l'Inde, grande puissance effectivement de l'Empire britannique, les Indes même, on disait les Indes britanniques. Et en 1960, globalement, c'est la totalité des colonies françaises qui vont être indépendantes, mis à part l'Algérie. Mais voilà, la France, une grande partie de ces colonies va pouvoir être indépendante sans qu'il y ait effectivement d'heures, etc. Il y a quand même quelques particularités, par exemple la Tunisie et le Maroc, c'est à partir de 1956 parce que effectivement il y a eu des troubles. Mais voilà, globalement c'est possible de prendre son indépendance de manière totalement pacifique. Pour revenir sur l'Inde, pacifique à tel point, alors c'est Gandhi, hein, la grande personne effectivement de l'indépendance de l'Inde, donc je ne l'ai pas en photo ici, je pourrais vous la montrer, mais je pense pas que ça tombera au brevet. Et donc notamment vous avez des manifestations pacifiques, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple vous avez ici un Indien qui décide de manière pacifique de se mettre en plein milieu de la route pour empêcher le convoi britannique d'arriver à destination. Donc c'est ce qu'on appelle le boycott, etc. Et globalement ils vont rejeter la domination britannique sans violence, à tel point qu'au bout d'un moment les Britanniques vont être contraints d'accorder effectivement l'indépendance en Inde, parce que de toute manière économiquement ils sont bloqués. Ensuite, du côté de l'Inde,
On va avoir, alors autant il n'y a pas eu de violence pour l'accession à l'indépendance, ça va être négocié, etc. par les différents partis politiques, autant ça va être très compliqué pour la suite et c'est pour ça que j'ai voulu vous le mettre. En effet, on parlait des Indes britanniques parce que l'Inde c'est pas un seul pays. Il y en a 3 qui vont être formés, le Pakistan occidental à majorité musulmane, l'Union indienne à majorité hindoue et le Pakistan oriental qui va devenir le Bangladesh après qui est à majorité musulmane. Que se passe-t-il? Avant, musulmans hindous cohabitaient etc. dans les différentes régions. Sauf que là, il y a les forts mouvements nationalistes d'un côté comme de l'autre vont empêcher une cohabitation possible d'une seule Inde, notamment la région du Cachemire qui est très compliquée, très revendiquée. Il y a d'ailleurs eu il y a 1 ou 2 mois ou même 3 mois, il y a eu encore des tensions entre les deux pays qui ont tous les deux l'arme nucléaire, donc autant vous dire qu'il ne faut pas que ça pète. Et il va y avoir des massacres, les musulmans vont être massacrés effectivement au niveau dans la partie indienne, les hindous eux vont être massacrés dans la partie musulmane et donc vous allez avoir des transferts de population. Vous regardez entre le Pakistan et l'Union indienne, vous avez pratiquement 6 millions d'un côté, 5 millions de l'autre de personnes effectivement qui vont devoir quitter la zone parce que ça devient beaucoup trop dangereuse pour eux. Donc l'intolérance religieuse et ça explique encore une fois aujourd'hui les relations tendues entre l'Inde et le Pakistan du fait effectivement depuis cette année 1947. Alors, juste avant, non, on va garder ça. Donc, l'émergence du tiers-monde. Donc, l'émergence du tiers-monde, on va avoir, une fois que les pays vont être décolonisés, ils vont essayer de former un troisième monde après les deux clans de la guerre froide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le chapitre juste après la guerre froide. C'est-à-dire, le tiers-monde, c'est tous les pays qui sont très peu industrialisés, qui font face à une forte croissance démographique, donc une grande partie des pays globalement décolonisés. 2 conférences à apprendre par cœur. Celle de 1955 avec la conférence de Bandung, d'accord, en Indonésie, qui va commencer à mettre en place ce mouvement des noix alignées. Alors il n'est pas encore créé, mais en tout cas c'est le début de la prise de conscience de pays qui se rassemblent. Et c'est en 1961 que va être créé le mouvement des non-alignés avec la conférence de Belgrade. Donc le mouvement des non-alignés, tout simplement, c'est un mouvement qui prône l'indépendance des nouveaux États face aux 2 blocs de la guerre froide et soutient les mouvements nationalistes. C'est-à-dire que leur objectif, là vous avez notamment les principaux dirigeants, c'est-à-dire que leur objectif c'est de créer un 3e cran de la guerre froide qui va ni s'opposer à l'un ni s'opposer à l'autre, mais en fait ils vont se regrouper ensemble pour essayer de former une sorte de coalition pour l'ONU par exemple qui aura du poids et qui permettra de mettre en place des réformes en faveur de ces mouvements de nationalisme. Donc ils sont là pour l'indépendance, ils sont là pour améliorer leur pays et finalement ça va pas forcément être une grande réussite dans le sens où beaucoup de pays de ce mouvement des non-alignés vont, en s'écartant des États-Unis et en s'écartant de l'URSS, en fait ne vont pas être intégrés à la mondialisation. Et ce qui expliquerait pourquoi effectivement il y a certains pays qui sont mieux intégrés que d'autres en ce moment. Et voilà, j'ai fini en moins de 15 minutes. Il y avait juste dernière chose, le Commonwealth pour montrer qu'on peut garder des bonnes relations entre d'anciens pays colonisés et des pays britanniques. Donc le Commonwealth c'est l'association commerciale et culturelle qui réunit le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Donc le Royaume-Uni et toutes les anciennes colonies en bleu effectivement appartiennent au Commonwealth. Donc vous avez vu qu'on peut très bien s'entendre même effectivement après la décolonisation. C'est aussi le cas en France avec la francophonie par exemple. Les pays de la francophonie sont aussi des pays qui ont des liens très importants avec la France. C'est les différentes colonies. Donc la partie notamment en Afrique et en Asie, c'est là où on va avoir les plus importantes colonies. Vous avez quand même en France une grande partie donc de l'Afrique ici de l'Ouest avec effectivement ce qu'on appelait l'AEF, l'Afrique équatoriale française, plus Madagascar. Le Royaume-Uni aussi a une bonne partie en Afrique, mais globalement c'est plutôt en Asie. Et donc là voilà l'Indochine qui va prendre son indépendance en 1954. Alors que l'armée française, dès 1945, essaye d'intervenir pour empêcher ce mouvement et finalement ils vont perdre la guerre d'Indochine qui va permettre à l'Indochine de prendre son indépendance. Et voilà, j'ai fini pour le chapitre.